de Pierre Sabatier, une des choses qui m'a le plus impressionné, ce sont finalement les arbres. Et ces arbres, on les voit très bien dans le film à un moment donné. Je vous remercie de ça parce que ça m'est vraiment revenu en mémoire immédiatement. Cette verticalité des troncs d'arbres qui là, véritablement, alors je le sais parce que nous l'avons expérimenté, arpenté, donc j'ai arpenté ce jardin qui est littéralement dessiné, qui est tracé avec des perspectives, des verticales, des diagonales, évidemment une partie de la végétation qui est laissée libre, une partie de la végétation qui est contrôlée. Un jardin, je crois, auquel il se donnait très régulièrement, qui lui permettait de se vider la tête après ce travail sur le métal, avec les acides, avec tout ça. Et donc cette présence de la nature me semble vraiment, en effet, à la source, en tout cas, de l'inspiration générale. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans le film. Et je trouve que ça a été pour moi une révélation. Ces troncs, ces verticalités. Alors je connaissais l'œuvre par ailleurs. J'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer Pierre Sabatier avant son décès. J'avais travaillé sur le livre des années 70 et j'étais venue le rencontrer à l'époque. Donc ça m'a été une chance de le rencontrer humainement. Mais là c'est vrai qu'on le sent au travers de ce parcours idéal qui est grand. Je ne sais pas combien d'hectares fait ce parc, mais c'est quand même assez important. Je ne sais pas non plus. D'accord. On s'y perd derrière, dans la forêt. Ah oui, c'est ça. En tout cas, il y a vraiment il y a une empreinte. Alors, le terme de l'empreinte est un terme important aussi pour Pierre Sabatier, parce que quand vous observez l'empreinte les troncs, le végétal, évidemment, les nervures, tout ce qui finalement se retrouve comme un dépeint, des calcomanies, bien évidemment, il ne s'agit pas de cela, mais que l'on retrouve vraiment dans la matière du métal, qui est vraiment, qui prend le thème, qui prend le sujet profondément. Et ça, c'est intéressant, je reviendrai sur l'idée de la lumière après. D'ailleurs, la dernière image qu'on a vue tout à l'heure, c'était la forêt. Et oui, absolument. Intitulée de cette œuvre. On voit bien cette idée de ramification qu'on retrouve beaucoup dans son travail. Et il a planté tous ces arbres en plus. Lui, on dit qu'il avait la main verte, il était passionné, il aimait le rapport à la terre. D'ailleurs, on va en parler à propos de la céramique tout à l'heure. Il y a ce rapport à la terre qui est très, très important. Je ne sais pas, Axel, toi, quand tu es venu, je me rappelle. Vous avez passé un bon moment. Oui, c'est un endroit qui est vraiment extrêmement particulier. Ce qui est frappant aussi, c'est le contraste sur le lieu entre la maison des ancêtres, qui est une maison 1900, un petit peu classique, un peu austère, qui est un peu aménagée à sa sauce, en faisant des cheminées assez délirantes et en mettant du papier peint à fleurs années 70, orange sur bleu marine, si je me souviens bien, dans la cage de l'escalier. Et puis l'atelier qui était son endroit, en fait, à côté de la petite forge, parce que dans tous les grands domaines, vers 1900, quand la maison était construite, il y a un endroit pour réparer, je suppose, les charrettes, les instruments agricoles et les outils, et il y a passé beaucoup de temps. Son père était un grand bricoleur. Donc c'était cette opposition entre deux endroits, les origines, on va dire, bourgeoises sérieuses, et son terrain de jeu énorme. Et la forêt aussi, comme Anne, l'importance des arbres. Il y a quelque chose qui me marque, c'est que la forêt ressemble beaucoup à Srido. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Je l'ai écrit dans la biographie qui est dans le livre, mais j'avais rencontré la cousine de Pierre Sabatier, qui m'avait raconté que quand elle avait 18 ans, dans une des maisons de la famille dans l'Allier, pas loin de la forêt de Tronchet, la forêt c'est vraiment un motif récurrent chez lui. Et il avait pour ses 18 ans aménagé une forêt dans le grenier. Pour lui faire une surprise, pour faire une fête, il avait monopolisé tous les cousins et les gars du coin pendant une semaine, et ils avaient ramené des troncs, des branches, des feuilles, etc. Et cette transposition de la nature en œuvre, quelque part, je me dis, en revoyant ce film, et c'est peut-être ce qu'il a fait toute sa vie, et c'est très intéressant d'un point de vue pictural, il a commencé par la peinture, et finalement transposer le monde, la peau du monde, les racines du monde sur une toile, c'est quand même la base de l'art. C'est un passionné de Cézanne, hein. Il citait volontiers justement tous ses propos sur comment retranscrire la matière, la nature, la montagne Sainte-Geneviève. C'est quelque chose, il a tourné toute sa vie autour de ça. Et voilà, j'ai retrouvé ce motif primitif qui est la forêt.
Et je connais un peu l'Allier aussi, parce que ma famille originaire de pas très loin, la forêt de Tronçais. Chez nous aussi, c'est un mythe. Et je pense que pour Sabatier, ça a dû être important aussi. C'est intéressant aussi ce que tu disais sur le sens du collectif, parce qu'il arrivait aussi à embarquer toute une équipe. C'est vrai qu'il y avait quand même 10-15 personnes, même à un moment, qui travaillaient avec lui. Donc il fallait aussi diriger. Vu la monumentalité des œuvres, je ne vois pas comment il aurait pu le faire tout seul. Hein. Absolument. Il fallait diriger tous ces gens, les motiver au quotidien. Parce qu'il y avait du bruit, hein, là, ça résonnait. Il y avait des gerbes de feu, des acides dans tous les sens. Enfin, c'était un peu comme chez lui, le Vulcain, c'est ça ce que tu disais. Je crois que d'ailleurs tu t'avais écrit dans un de tes articles l'alchimiste du métal. Oui, l'alchimiste du métal. Mais l'alchimiste dans le sens où oui, il teste des choses, mais il va quelque part. Il y a vraiment un aspect quête de quelque chose, quête de la vérité de la matière dans tout ce qu'il fait dans son travail. Et c'est amusant parce que son beau-père, qui était écrivain allemand, l'avait décrit comme un peu parisien, un peu dandy, un peu campagnard aussi, et dès qu'il rentrait, très agréable, très sociable, et puis quand il rentrait dans son atelier, c'était Héphaïstos. Et c'est un peu l'impression que j'ai quand je vois ces images-là, et quand on confronte la réalité d'un homme qui n'avait pas l'air, excusez-moi, particulièrement, ni très grand, ni très balèze, c'était une énergie pure, en fait. Parce que d'arriver à faire des choses pareilles, et et en plus, il est partout, moi je le découvre partout, aux quatre coins de la France. Je disais à Anne qui a travaillé sur l'art religieux que quand j'étais petite, voilà, dans un petit bled en Normandie, à Notre-Dame-de-Valenchon, il a aménagé le mobilier liturgique d'une église paf. Bon, j'avais déjà vu son œuvre petite. C'était à côté de raffinerie de pétrole, il a dû travailler quand même pas mal pour la pétrochimie, c'est un village d'employés des raffineries de pétrole. Et puis plus tard, il est à Nanterre, la bibliothèque universitaire, pouf, je m'assieds sur des modules de Sabatier. Il est là, quand je l'ai découvert ça, je me dis mais encore lui, c'est pas possible. J'ai écouté un concert. Oui, et puis en plus, il y a toute la dimension internationale, parce que dans les années 70, c'est quand même hallucinant de voir que certaines années, dans les années 70, 71, voilà, il y a des containers qui partent au Canada, en Arabie Saoudite. Il est voilà, à l'aéroport de Bagdad, enfin bon, il est partout, et en même temps il est tout seul. Et l'atelier certes est grand, mais il y a quand même une espèce de mystère là-dedans qui est extrêmement émouvant. Céramique, il était à la borne, peut-être que tu peux nous en dire deux mots de ça. Oui, tout à fait. Pierre Sabatier a été très attiré dès le début de son éducation artistique qu'il a faite à Paris. Il a été très attiré d'abord par la tapisserie, ce qui n'est pas totalement hasardeux non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une surface tissée qui vient s'élever ou se dresser dans l'espace. Donc ça, je trouve que l'histoire de la trame, de la verticalité, est toujours quelque chose qui compte dans son travail. Et puis, il va vivre une expérience intéressante, artisanale. Il va travailler la terre auprès de Yves Moï, dans le village de la Borne, qui est un village très connu pour ces grands céramistes qui ont redonné une énergie, une vitalité à la céramique dans les années 40 et 50. Donc lui, il y arrive évidemment à peu près à ce moment-là, plutôt vers la fin des années 50, et il va commencer à travailler comme... évidemment, Yves Moï ne travaillait pas nécessairement le bol, je crois qu'il travaillait plutôt la dimension sculpturale de la terre. Mais c'est vrai qu'il va mettre ses mains dans cette matière malléable, souple, à laquelle il va soumettre son impératif, son désir, et ça va vraiment le former, l'aider peut-être à entrer d'emblée à l'intérieur de cette matière, quelque chose d'une espèce de métamorphose qui va opérer à partir de cette expérience de la terre, et il va très tôt se choisir évidemment la céramique, puisque c'est ce qu'il a appris auprès de Yves Moï. Donc il va faire d'immenses panneaux à partir de carreaux de céramique émaillés, et qu'il va composer. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que il y a en même temps que la dimension monumentale d'un panneau en carrelage de céramique émaillée, il y a une représentation. C'est-à-dire qu'il y a une double lecture, comme s'il y avait un fond d'abstraction et une forme de figuration. Il y a quelque chose d'incroyablement, dans ces grands panneaux, et en particulier, j'arrive plus à voir. C'est Romorantin, tu as en tête, qui est en fait une énorme murale.
Ah oui. Composé de 18 000 carreaux, qu'on peut dire, parce que 18 000 carreaux produits à l'atelier dans ce fameux four. C'est le bas du Grand Mône, c'est ça? Oui, le bas du Grand Mône, pardon, j'ai pas repris mes notes. Mais c'est vrai qu'il y a une double lecture. Il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Et c'est assez étonnant parce qu'il va reproduire cette transparence ou cette stratification, ces plans, finalement. C'est une histoire vraiment de plans. Il va le reproduire avec le métal dans des pièces que vous avez vues d'ailleurs sur la projection de diaporama, en particulier à Grenoble en 1968. 9, au moment des Jeux Olympiques de Grenoble, quand il va faire cette mairie, il fait ces deux grandes portes claustrales qui sont comme des strates qui laissent transparaître la lumière. Donc de la terre, il est passé au métal avec cette même volonté de profondeur. Et cette captation... Et cette histoire du joint, tu te rappelles aussi, c'est intéressant, tu te rappelles l'idée en fait, du joint en fait. Ah oui, du joint. Oui, c'est-à-dire en effet, il a aussi, c'est une chose qui le contraignait énormément, dans un système de montage de carreaux de céramique de relativement équivalente largeur ou grandeur d'une surface, il y a toujours un joint. Et ce joint le gênait terriblement. C'était une forme de contrainte et qu'il a souhaité aussi dépasser, qu'il a souhaité effacer d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a certains panneaux où il va travailler carrément avec du béton et de l'ardoise, comme ce panneau dont on évoquait. C'était dans un centre commercial, me semble-t-il. Épinay sous Sénat, avec les grandes plaques d'ardoise. On a l'impression, en effet, que ça ressemble à un tableau. Vas-y, oui, c'est toi qui peux. Ça ressemble à un tableau de Bouzaouel, c'est-à-dire que c'est exactement ce dont je voulais parler, ce qui était pertinent dans l'histoire de l'art de son époque, c'est que justement sans école, ce qui fait se rapproche beaucoup des recherches sur l'abstraction américaine, l'action painting, etc. On peut en parler justement, je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'il y a une partie du livre, justement, l'objectif c'était aussi d'essayer de trouver des résonances, des correspondances avec d'autres courants artistiques, d'autres artistes de l'époque. Et toi, Axel, tu as beaucoup travaillé sur cette partie. Oui, et j'ai trouvé très facilement, parce qu'il y avait déjà, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de témoignages de personnes, je l'ai raté. Pierre Sabatier, je vous ai rencontré, j'ai rencontré deux voisins qui travaillaient avec lui, j'ai rencontré sa cousine. J'ai rencontré le fils de sa cousine, qui est Miguel Chevalier, qui est un artiste que je connaissais déjà, qui travaille aussi sur des échelles monumentales, mais avec le numérique des projections. Et en fait, j'ai pu savoir très vite que les nymphéas, et notamment les nymphéas de l'orangerie, donc le travail de Monet sur Giverny à la fin de sa vie, qui quand même confine à l'abstraction, avait été pour lui une œuvre vraiment extrêmement marquante. D'abord parce que c'est un environnement, ensuite parce que ça ressemble à la fresque. La fresque est la première chose qu'il apprend quand il arrive aux Beaux-Arts, qu'il veut apprendre. Et puis, comme par hasard, j'allais dire, Monet, c'est le chaînon manquant entre l'histoire de l'art à Paris et les écoles de Paris qui dominent jusqu'en les années 50, et puis cette bascule de la création artistique qui va devenir dominante, qui est celle américaine des années 50, 60 et 70. New York devient la capitale culturelle du monde, si on peut dire. Et pour les historiens d'art américains, quel est le chaînon manquant entre l'impressionnisme et John Mitchell ou Motherwell? C'est Monet. Et notamment un panneau de son atelier qui est acheté par le MoMA, et c'est un panneau qui date des années 20, je crois, vraiment toute fin de vie de Claude Monet, et qui arrive au MoMA en 1955. Et ce travail-là, extrêmement vif, chorégraphique, un travail très virtuose sur la lumière et la couleur, la transformation des choses, et la pâte, la matière, comme tu disais tout à l'heure, c'est Pierre Sabatier complètement là-dessus. Alors ça, c'est vraiment la correspondance qu'on a pu voir assez immédiate finalement avec le dripping, tout ce que faisait Jackson Pollock, la façon très gestuelle de travailler au sol. Il y avait des parallèles assez évidents. Après, on est allé voir peut-être d'autres choses, par exemple le groupe Zéro, je trouvais que c'est assez intéressant. C'est ça qui m'avait plu chez lui tout de suite. Quand j'ai rencontré son œuvre, il y avait un côté un petit peu cosmique qui me plaisait énormément. Et oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui lisait Bergwijn, qui était à la fois très intéressé à la technologie, s'intéressait à ce que j'étais aussi. Et puis il réfléchissait, comme tous les artistes de son époque, en fait, à la place de l'homme dans
tout ça. Maintenant qu'on sait faire la bombe atomique, maintenant qu'on peut aller dans l'espace, quelle est notre place ici-bas. Et il avait du coup cette espèce de méditation métaphysique dans son travail, cette espèce de vertige qu'on retrouve pas mal d'ailleurs dans les œuvres d'un groupe qui s'appelle Zéro, qui a été créé après-guerre en Allemagne, et qui remet les compteurs à zéro justement parce qu'après la Shoah, après la bombe atomique, ça suffit, on remet les compteurs à zéro. Au Japon, il y a Kutai qui fait à peu près la même chose, c'est Frédéric Miguero qui a appuyé là-dessus, et qui est un art qui fonctionne beaucoup par le geste, par la performance, comme si voilà, on est là, quoi. On veut ça, on se met face à l'art et on se confronte à la matière. Alors là, Pierre Sabatier le faisait d'une façon extrêmement physique. Oui, mais au-delà de tout ce qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'il y a des artistes bouteilles, par exemple, qui, pour faire des portes, traverser des morceaux de papier mis dans un cadre. Et hop, voilà, la porte, elle est là. Fontana, qui est le maître à penser du pendant italien de Zéro, bon, bah, c'est ce qu'il fait, concept spatial, on prend une feuille, on fait un trou, et puis voilà. Et Pierre Sabatier, bah, lui, balancer des rochers à sa façon. Castellani fait partie aussi du groupe Zéro. Oui, Castellani fait partie. Toute l'inspiration qu'il a pu avoir dans l'époque et tout le travail qui a été fait là, c'était vraiment de rechercher en fait toutes les correspondances avec les grandes innovations de l'époque, les grands livres qui l'ont marqué, les grandes expositions un petit peu partout qu'il a pu voir à travers le monde, la conquête spatiale, enfin des choses comme ça, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et donc c'est ce travail de timeline qu'on a fait qui je trouve est quand même hyper intéressant, en tout cas nous a passionnés en le faisant. Je ne sais pas si toi tu avais d'autres. Ce qu'on peut aussi se poser comme question avant peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Valentine m'a dit qu'il ne faut pas trop. On n'est pas au centre Pompidou, on a passé pas mal de temps ensemble. Mais est-ce qu'il y a une œuvre qui vous semble particulièrement emblématique dans l'ensemble de l'œuvre? Alors on avait beaucoup parlé de la façade Rochas avec évidemment Frédéric Miguero la dernière fois, puisque c'est une œuvre que vous connaissez probablement, qui était rue François Ier, en fait, qui était composée de tubes blancs en PVC sur le thème du parfum audace de Rochas, et qui est resté 15 ans dans cette rue et qui finalement a été enlevé. Les dessins préparatoires, la maquette sont maintenant dans les collections du Centre Pompidou, et Frédéric Miguero était venu à l'atelier, mais ça c'est il y a très longtemps, il était déjà venu il y a 20 ans pour venir chercher en fait tous ces éléments. Donc pour lui c'était un petit peu une œuvre majeure. Je ne sais pas si vous, il y a une œuvre qui serait assez importante ou que vous aimez particulièrement. C'est difficile parmi 300 œuvres. Moi je suis... on n'a pas beaucoup parlé d'art sacré, c'est vrai que ça a été très important aussi. Dans cette période des années 50, au lendemain de la guerre, il y a tout un mouvement de renaissance lié à cet art sacré, qui est lié d'une part à un père, le père Couturier, qui va relancer donc un nombre de chantiers assez exceptionnels. Et parmi les acteurs de cette renaissance, il y a un architecte qui s'appelle Maurice Novarina, et qui va d'ailleurs créer la chapelle du plateau d'Assy, dans laquelle interviendront Matisse et je crois que c'était Fernand Léger, j'ai plus, ou Georges Braque, je ne sais plus, j'ai plus tout à fait en mémoire les choses, mais et donc Pierre Sabatier sera sollicité par cet architecte remarquable et il va donc créer du mobilier liturgique. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'on a parlé jusqu'à présent d'une dimension assez monumentale, et bien là, dans l'espace de l'église, sa première église était à Aisy-sur-Eure, je crois. Les premières interventions, donc une église de Maurice Novarina, de la reconstruction, c'était en 56. Et là, Pierre Sabatier va intervenir, il va focaliser littéralement sur une surface minuscule, puisqu'il s'agit de lambeaux, il s'agit du mobilier liturgique, donc avec je ne me rappelle plus du nom, où on met l'Eucharistie. Merci, le tabernacle, ça ne me revient pas. Et l'esprit du travail de Pierre Sabatier à l'époque est déjà totalement là. C'est-à-dire que le métal est frappé, le métal est estampé, la condensation du thème abstrait, il est à la fois abstrait et en même temps il est figuratif. Il y a quelque chose de très très fort déjà, dès le début, dans ce travail sur la matière et à une échelle
très petite finalement. Et la spiritualité, on en parlait tout à l'heure à propos du livre, enfin du film, pardon, la spiritualité de Pierre Sabatier, je ne sais pas si elle s'est exprimée véritablement au travers de la foi chrétienne, mais en tout cas c'est sûr qu'il avait une recherche, il était en recherche, comme le dit d'ailleurs le moine bouddhiste, c'est un voyage, et ce voyage il l'entame dès 1956 à travers cette expression de la surface du métal, qui est véritablement prodigieuse. Il y a d'ailleurs dans l'exposition une petite pièce minuscule. On a l'impression vraiment que c'est un Christ en croix. Je ne sais pas si ça l'est. Absolument, on pourra aller voir ensemble. Oui, c'est ça. Qui témoigne un peu de ce travail minuscule, mais totalement précis, lumineux et qui annonce complètement ce qu'il va traduire sur des mètres carrés. Il est différent des autres artistes. Qu'est-ce qui fait sa singularité finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi les mots-clés, les dimensions clés pour vous? Moi, je pense que, si je devais évoquer ce travail en quelques mots, je pense qu'en effet, c'est un sculpteur avant tout, mais un sculpteur d'architecture. C'est-à-dire qu'il y a dans cette dimension une verticalité que j'évoquais à propos des arbres, bien sûr, mais aussi une peau. Et il a une façon de métamorphoser l'habitat, l'intérieur, l'espace de scène, avec cette matière qui est... voilà. Donc pour moi, c'est un sculpteur de l'architecture. Je ne sais pas si c'est vraiment... C'est un peu restrictif, mais en même temps, il y a dans la plupart de ses travaux, sauf dans l'art sacré, et on reviendra dessus sur certains éléments de l'art sacré, une dimension monumentale qui ne peut pas échapper. Enfin, je veux dire, et comme l'évoquait l'autre jour Frédéric Miguelou, c'était presque trop, à la limite. Il l'évoquait un petit peu par rapport à un travail éventuellement d'artiste en galerie qui aurait pu, entre guillemets, marcher, se vendre. Je pense qu'on peut dire aussi deux mots sur cette problématique. C'est-à-dire que voilà, mon père travaillait qu'avec des grands architectes sur des grands projets internationaux et il n'était absolument pas dans le monde de l'art, des galeries, des musées. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on fait tout ce travail en fait de l'inscrire un petit peu dans le monde de l'art. C'est pour ça qu'on fait voyager dans toutes les foires d'art international. Donc on a un énorme rôle à jouer. Donc c'est ce qui est possible. Parce qu'il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas du tout pensé à ça. Ce qui l'intéressait, c'était son œuvre, c'était pas son ego. Donc pour lui, et ça fait aussi partie de ses particularités, il pensait que ses œuvres étaient tellement énormes, s'inscrivaient dans des projets tellement énormes comme les Tours de la Défense, qui pour lui étaient des sortes de cathédrales contemporaines. Il pensait qu'elles lui survivraient, mais il avait une espèce de modestie, presque d'artisan ou de bâtisseur de cathédrale. Ce qui comptait, c'est que l'œuvre et son esprit perdurent, et son nom, à la limite, pourtant il dessine ses œuvres. Mais il s'en souciait assez peu, et je crois que le plus important pour lui, c'est d'avoir trouvé un espace de liberté formidable. Les architectes lui faisaient confiance pour faire des œuvres de 650-850 mètres carrés, et elle n'avait pas à se soucier de savoir si ça allait se vendre, si ça allait plaire, ça plaisait aux architectes, ça s'intégrait dans des ensembles énormes. C'était un homme libre avant tout, il n'y avait pas de limite, il avait trouvé son terrain de jeu. Bon, alors aujourd'hui, bien sûr, c'est plus compliqué pour vous, c'est plus compliqué pour nous de refaire l'enquête. C'est une de ses particularités. Une autre particularité, je trouve aussi, en termes d'histoire de l'art, c'est qu'il est complètement pertinent dans son époque, qui est l'après-guerre, qui est la remise en cause, la remise à plat de beaucoup de choses, et puis une grande interrogation qui est assez éternelle, mais qui à l'époque est encore plus flagrante, et qu'on retrouve aujourd'hui avec tout ce qui nous arrive, c'est quelle est la place de l'homme dans l'univers. Et ces sources, elles vont d'un bout de l'arche, d'un arc qui part de l'art sumérien, de l'art même avant, des grottes préhistoriques, et ça va jusqu'au BD de Philippe Douriet et au BD de science-fiction, et tout en étant extrêmement pertinente dans son époque, sans qu'il ait particulièrement fréquenté de mouvements artistiques ou d'autres artistes. Quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelque chose de parfaitement en prise avec son époque. Je pense que ça venait aussi d'une immense générosité et d'un grand intérêt pour toutes les questions sur l'humanité.
Oh,